J'appelle pour participer à cette première table ronde sur les enjeux de la sécurisation de la ressource en eau potable. Donc, m'a rejoint Madame Noémie Saint-Hilary, qui est directrice générale de la Société publique locale Eau du Ponant. Donc, nous rejoint également Madame Laurence Julien-Flageol, que vous avez vue ce matin, qui est coordinatrice générale des soins du Centre hospitalier régional universitaire de Brest. Participe également à cette table ronde Monsieur Guillaume Brilivet, donc que vous avez vu ce matin, qui a animé la première partie de la journée, donc qui est conseiller zonal de défense et de sécurité et responsable du département alerte et crise à l'Agence régionale de santé de Bretagne. Et nous serons également rejoints par visioconférence par Madame Marine Fondacci, qui est adjointe au chef du service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Je me rends compte que j'ai oublié de me présenter. Donc moi, je suis Isabelle Gélébar, directrice adjointe veille et sécurité sanitaire à l'ARS Bretagne. Donc, je vous remercie d'être à nouveau tous présents pour cette deuxième séquence de la journée. Donc là, cette table ronde sur les enjeux de sécurisation de la ressource en eau potable, je vais me rapprocher de vous, voilà, va être structurée en deux temps. Donc, un premier temps où chacun des participants va présenter au cours duquel on va prendre appui sur l'expérience de la rupture de la canalisation sur Brest Métropole, qui est intervenue en février 2023, pour identifier les actions qu'ont à entreprendre et qu'ont entrepris les différents protagonistes à cette gestion de crise en termes d'alerte et en termes de premières mesures de gestion. Et dans un deuxième temps, on va essayer de prendre du champ pour essayer de tirer quelques enseignements et pour voir quels sont les enjeux, les problématiques qui se posent pour ce type d'événement et les enjeux de préparation, notamment pour l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient. Donc très rapidement, pour poser un peu le paysage de cet événement, donc ça a commencé par une casse d'une canalisation principale du réseau d'eau qui alimente Brest Métropole, donc qui est intervenue le jeudi 23 février 2023. Donc, quand je dis casse d'une canalisation, ça peut sembler mineur, mais là, en l'occurrence, il s'agissait, mais ça, Madame Saint-Hilary nous l'expliquera, d'une canalisation majeure pour l'alimentation du réseau d'eau de toute la métropole de Brest. Donc c'était une réparation, enfin, c'était une avarie d'importance, avec une réparation qui était estimée au début de la crise à au moins une dizaine d'heures, et avec l'ensemble de l'agglomération brestoise qui était de fait confrontée à un risque majeur de rupture de son alimentation en eau potable. Donc on vous expliquera après les impacts, mais vous pouvez déjà imaginer, vous qui êtes acteur du système de santé, les implications qu'une rupture d'alimentation en eau de l'agglomération en eau potable l'alimentation en eau potable sur l'agglomération de Brest, que ça peut représenter. Alors, tout d'abord, pour commencer ces discussions, Madame Saint-Hilary, est-ce que vous pouvez donc nous présenter les différentes, la problématique en présence et puis les différentes actions que vous avez entreprises quand vous avez eu connaissance de l'avarie, les acteurs que vous avez alertés, les mesures de gestion que vous avez prises à votre niveau et les informations que vous avez pu communiquer à la population. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai qu'on parle là d'un événement qui, heureusement, est tout à fait exceptionnel, mais bon, c'est la thématique de la journée, les situations exceptionnelles. Une casse de cette nature, alors effectivement, on parle d'une canalisation qui fait 900 cm de diamètre, qui parcourt les 30 km un peu plus, qui sépare le territoire de Brest de l'usine principale de production d'eau potable, qui produit 30 000 m3 jour. Voilà, pour donner une idée, la plupart des autres installations sont autour de 5-6 000 m3 jour. Donc c'est vraiment l'installation principale qui prélève dans la ressource également principale du territoire, qui est la rivière et l'Orne. Alors, une casse de cette nature, c'est extrêmement rare. Bon,
ça arrive. Cela dit, c'est quand même, je pense, très intéressant de tirer des leçons de cet événement. D'abord parce que rare ne veut pas dire qu'il ne peut pas se reproduire sur ce territoire ou sur un autre. Et puis également parce que une rupture brutale d'approvisionnement en eau de cette nature, ça peut être causé par une casse, mais ça peut aussi être causé, et le risque est, on le voit de plus en plus élevé, par une pollution, des pollutions brutales de la ressource en eau, que ce soit d'une rivière, enfin de toutes les réserves externes, que sont les rivières ou les barrages, comme on peut en avoir sur le territoire breton. Et les pollutions, elles sont en général causées par de l'activité agricole ou industrielle, et on en a déjà connu plusieurs cette année. Donc ça donne une idée aussi des pollutions aux lisiers, des pollutions liées à la méthanisation, ce genre de choses, qui amène souvent la nécessité d'interrompre le processus de production. Alors, évidemment, les process de production s'adaptent aussi aux pollutions. Enfin, c'est toujours la complexité. Est-ce qu'il vaut mieux éviter les pollutions ou adapter le process? Bon, ça, c'est un débat beaucoup plus large. Alors, revenons sur cet événement, le 23 février. Donc, une casse brutale, une casse de cette nature, c'est un geyser. Hein. Et il faut identifier la localisation. Alors, heureusement, ça crée un tout, mais des canalisations comme ça passent dans la campagne, dans les bois, donc c'est pas toujours évident en fait de trouver, de localiser. Elle se localise, elle se perçoit rapidement puisque la pression s'effondre sur l'ensemble du système, mais ensuite il faut trouver où ça a cassé. Ça pose, il y a des questions en fait derrière ça, c'est toujours l'effet poupée russe, la question de la précision de la localisation des réseaux. J'ai l'air d'évoquer une évidence, mais en réalité les réseaux d'eau c'est souvent des réseaux très anciens, parfois plus de 50 ans. La précision de la localisation est parfois très aléatoire, et c'est un enjeu. Sur Brest, on accompagne par exemple la réalisation du tram, on en profite pour refaire des réseaux et pour apporter un degré de précision très important sur la localisation pour anticiper et accélérer le degré de réactivité sur les réparations. Je me permets tout de suite de donner un peu de temps de perspective, c'est l'un des sujets. Donc, une casse, identification de la localisation, déclenchement de la réparation. Ça, c'est le premier élément de la crise. À ce moment-là, l'urgence, c'est identifier les réserves, l'autonomie en termes de production, de capacité à alimenter. Et donc là, ça fait intervenir tout un enchevêtrement d'installations entre des usines de production qui peuvent se combiner entre elles, entre des réservoirs qui peuvent varier de 2000 m3 à 27 000 m3, suivant qu'ils sont aériens, enterrés, etc., qui parfois peuvent se secourir entre eux, parfois non. Et ça, c'est extrêmement hétérogène suivant les territoires. Donc dans vos établissements, il n'y a évidemment pas de règles qu'on peut poser de façon simple et facilement déployable, parce que toute cette interconnexion en fait, entre les installations va être très très dépendante de l'organisation du territoire. Donc je ne peux parler là que pour le territoire de Brest. À ce moment-là, on identifie qu'on a donc quelques heures de réserve devant nous, mais quand même un niveau qui baisse à un niveau alarmant, enfin une réserve qui baisse à un niveau alarmant en raison des consommations normales, merci beaucoup, des consommations normales, et que au rythme, le délai qu'on prévoit de réparation, toujours très difficile à estimer. Hein, vous avez tous vécu dans vos établissements des problèmes techniques, et la capacité, le nombre d'heures qu'il faut pour réparer, pour réinstaller, que ce soit un système informatique, électrique, que sais-je, c'est toujours aléatoire, forcément au moment où on lance la réparation. Donc au regard du nombre d'heures estimées entre la réparation et puis la remise en état du système avec les purges nécessaires, on se dit qu'on va on identifie le risque de générer une coupure d'eau majeure sur l'ensemble du territoire de Brest Métropole. Donc à ce moment-là, on identifie les consommateurs les plus à risque ou les consommateurs les plus importants, avec commence à se poser la problématique dans le courant de la soirée puis de la nuit, d'une part de réguler l'usage, c'est-à-dire concrètement de demander à certains consommateurs les plus gros de diminuer, voire de supprimer l'usage de l'eau potable. Donc là, on pense aux usages industriels, etc., avec des débats qui ont été assez riches et denses pendant toute la cellule de crise. Et puis, ceux qui, bien sûr, ne peuvent pas interrompre l'approvisionnement en eau, de rentrer dans une logique de réduction la plus importante de consommation d'eau.
Message qu'on a fait passer également au niveau de la population pour demander de réguler l'usage de l'eau, ce qui a permis, donc l'histoire s'est bien terminée, les réparations ont été réalisées plus vite que prévu, la purge n'a pas pris plus de temps que prévu, c'est plusieurs heures bien sûr de purge sur des volumes pareils, et non seulement on n'a pas généré d'interruption d'alimentation en eau, mais on n'a pas non plus perturbé, c'est-à-dire qu'on n'a pas délivré d'eau qui ne soit pas conforme d'un point de vue sanitaire, ce qui aurait pu être, on aurait pu avoir un gap de cette nature-là. Donc là, c'est là où vraiment le rôle de l'ARS a été important en garantissant la sécurité sanitaire autour de l'eau. Voilà, si je peux faire un... Oui, alors quels sont les acteurs que vous avez alertés, enfin, justement pour donner à l'Assemblée une appréhension un peu des risques pour le système de santé? Quels sont les acteurs que vous avez alertés, vos consommateurs notamment? Alors, pour nous, les autorités que vous avez alertées aussi. Pour nous, alors l'autorité compétente pour l'eau et l'assainissement, c'est la collectivité, le PCI local, donc en l'occurrence Brest Métropole, qui est compétent en tant que collectivité et le maire au regard de son pouvoir de police. Et bien sûr les services de l'État qui, pour l'eau, c'est la préfecture qui est notre interlocuteur. Moi, j'ai quand même assez vite songer aux risques sur les établissements hospitaliers, mais ça c'est un peu lié à mon parcours, puisqu'à ce moment-là, le 23 février, je suis à Audhues-Ponant depuis à peine plus d'un mois, et juste avant j'étais au CHU de Brest, donc j'avais une petite sensibilité sur cette question. C'est d'ailleurs intéressant parce que j'avais passé 17 ans avant d'être à Audhues-Ponant dans les hôpitaux, et jamais le sujet de la sécurisation de l'approvisionnement en eau ne s'était posé au cours de ma carrière. Électrique, oui. Informatique, oui. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, produits de santé, oui, approvisionnement en eau, jamais un sujet. Alors, je sais que ça s'est passé parfois dans d'autres établissements hospitaliers, mais c'est vrai que pour moi, au niveau de mon expérience personnelle, il a fallu que je passe quelques semaines seulement de l'autre côté de la barrière pour que je découvre ce risque. Et donc, effectivement, je prends l'initiative aussi de contacter l'établissement hospitalier dans un double objectif. C'est demander la réduction, si possible, de la consommation en eau, et d'autre part préparer, puisqu'encore une fois, vous savez bien comment se passe le déroulement de crise, vous en avez reparlé ce matin, c'est facile a posteriori de refaire le film, mais on est toujours à un moment donné en l'état des informations qu'on a. Et donc, en l'état des informations que j'ai dans la fin d'après-midi, début de soirée, je ne suis pas en mesure de garantir l'approvisionnement en eau du CHU. Et donc, je sais évidemment par expérience que dans ces cas-là, il vaut mieux s'y préparer avant. Est-ce que vous pouvez aussi nous décrire, parce que donc il y avait la réparation de la canalisation à proprement parler, mais il y a un certain nombre de mesures que vous avez mis en place pour garantir au moins dans l'intervalle l'alimentation en eau. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez mis en place? Merci pour cette question, parce que ça c'est le côté. Je n'oserais pas évoquer le mot plaisant dans les situations de crise, parce qu'évidemment le niveau de risque, et particulièrement quand on parle de milieu sanitaire, ça met une pression. On ne peut pas mettre cet adjectif-là, ça serait déplacé. Malgré tout, l'extraordinaire créativité qu'on peut avoir en situation de crise, je pense que ça a peut-être été déjà évoqué ce matin, c'est assez stupéfiant. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les idées ont fusé, certaines ont été bonnes, d'autres moins. Il a fallu trier, prendre des décisions rapides, mais on a réussi en fait à connecter des installations, notamment des réservoirs. Alors, maintenant que je suis dans le monde de l'eau, je dis réservoir. En fait, avant, je disais comme tout le monde, je disais château d'eau, mais maintenant, je dis réservoir surélevé. Donc, en connectant des réservoirs surélevés qui n'étaient pas réceptionnés. Alors, s'il y a des responsables techniques là dans l'amphi, bouchez-vous les oreilles. Oui, on a. Alors, à quelques jours près, les installations étaient près d'être réceptionnées. Donc, elles étaient techniquement conformes, et on a pu réaliser ces connexions. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est vrai qu'il a fallu déployer beaucoup d'ingéniosité en très peu de temps pour arriver à réaliser ces connexions. Ça nous a permis de passer le cap, c'est une certitude. Cela dit, ça n'apportait pas quand même de garantie complète, puisque ça a permis de rétablir un approvisionnement de l'ordre de 700 mètres cubes heure, alors que celui qui manquait était de 1200 mètres cubes heure. On avait donc un manque de 500 mètres cubes heure.
Donc on avait en fait une double problématique, c'est-à-dire un déficit de la production en eau sur une période donnée et aussi le temps que les réparations se fassent, un temps limité d'alimentation en eau. Enfin, vous étiez en temps contraint pour faire les réparations. Donc c'était, il y avait une espèce de dramaturgie dans cette gestion de crise, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment aller très vite pour éviter, toute proportion gardée, le blackout appliqué à l'eau, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Avec une grande difficulté, en fait, c'est-à-dire qu'on modélise sur des consommations moyennes. Les consommations moyennes varient en fonction des heures de la journée et puis varient, donc elles sont relativement prévisibles, mais on voit bien quand on fait des statistiques sur la journée, la semaine, le mois, l'année, il y a aussi un effet non maîtrisable de une entreprise ou une usine qui se met en télétravail ce jour-là, qui est un jour off, on a une baisse brutale, on peut avoir une augmentation de consommation, je sais pas, un congrès, quelque chose. Et ça, l'eau est une ressource qui est tellement évidente, tellement disponible, tellement que on ne se pose pas la question de prévenir à l'avance. Et c'est bien le système qui s'adapte à ces fluctuations. Jusqu'à présent, hein, ça évoluera peut-être dans l'avenir, mais aujourd'hui, c'est bien le système de production qui s'adapte aux fluctuations et pas l'inverse. Et donc, c'est vrai qu'on travaille sur des moyennes, donc, et on fait des calculs à toute la nuit, et on dit les moyennes de consommation du vendredi matin nous amènent à penser qu'il nous reste 4 heures de réserve, mais si on réduit de X% la consommation, ce qui a été le cas, hein, il y a eu un vrai effort de citoyenneté globale et où le CHU, beaucoup d'efforts de fait, on a gagné 2 heures, 3 heures, et 2 heures, 3 heures, c'est 2 heures, 3 heures pour réparer ou pour purger, parce qu'encore une fois, il y a vraiment cette double dimension pour pouvoir apporter un produit conforme. Et effectivement, l'histoire s'est bien terminée, mais elle s'est bien terminée en raison de cette conjonction de facteurs, de rapidité de gestion côté technique, de créativité aussi pour apporter une solution intermédiaire, mais vraiment d'un effort sur la consommation, et j'insiste, sinon la rupture aurait eu lieu. Et d'ailleurs, vous avez mené avec Brest Métropole des actions de communication auprès du grand public. Effectivement, les principaux consommateurs, notamment hospitaliers, ont joué le jeu, mais la population était aussi informée des risques. Enfin, je ne sais pas si vous voulez revenir là-dessus. C'est peut-être un point d'ailleurs important. Là c'est toujours pareil, il faut tirer des leçons. En fait, on a communiqué sur un double risque, un risque, le risque de rupture et donc une incitation à la réduction de la consommation. Ça, c'était ce qu'il fallait faire et ça a joué ses effets. En revanche, on a alerté aussi simultanément sur un risque. Alors, c'est quelque chose qu'on gère très classiquement quand on intervient, qu'on fait des travaux sur des réseaux. Il peut y avoir une période de turbidité de l'eau pendant 2 heures, 3 heures, parfois une journée. Dans ces cas-là, il y a une alerte à la population qui invite à ne pas consommer l'eau, à être vigilant pour les populations fragiles. C'est quelque chose qu'on fait en lien avec l'ARS jusqu'à ce que les analyses soient faites et qu'elles redémontrent la conformité. Et là, c'est vrai qu'on a anticipé là-dessus. Alors qu'en fait, on n'a pas eu ce problème à gérer. D'accord. De non-conformité. Et c'est vrai que là, du côté du CHU, ça a pu générer aussi des inquiétudes de non-conformité du produit. Alors finalement, on n'a jamais mis dans le réseau une eau qui n'était pas consommable. Cela dit, ça aurait pu arriver si on refait le film. Donc, dans ces cas-là, peut-être il était pertinent de communiquer. Bon, c'est toujours difficile. Là, aujourd'hui, je me dis que peut-être on a été un peu trop loin dans l'alerte et qu'on a créé beaucoup d'inquiétudes alors qu'il n'y avait pas lieu sur ce point précis. Hein. D'accord. Mais voilà, peut-être que si le problème avait été survenu vraiment, on n'aurait pas regretté. Donc. Alors côté, on va commencer peut-être une fois n'est pas coutume par l'ARS. Côté ARS, même question, Guillaume Rivet. L'ARS a eu communication de l'alerte. Donc quelles ont été les actions entreprises à son niveau et en termes d'alerte, de mesures de gestion et de communication? Alors nous, on reçoit l'information, l'alerte initiale vers 15h, vers 14h50 pour être précis. Et cette alerte, elle émane de vos services, Madame la Directrice, et elle nous est transmise par la préfecture. C'est le schéma habituel, une des portes d'entrée habituelles, il y en a d'autres. La préfecture informe finalement les différents services et opérateurs de l'État autour d'elle qui peuvent avoir un bout de la réponse ou à gérer des problématiques, des impacts, des conséquences
sur leur propre secteur d'activité. Et donc, dans cette alerte, nous, on a un certain nombre d'informations qui nous parviennent. Une absence de garantie du maintien de l'approvisionnement en eau potable d'ici la fin de journée, ça rejoint ce que vous expliquiez à l'instant. On comprend aussi que le centre-ville de Brest pourrait, au conditionnel, être en rupture d'approvisionnement assez rapidement, et que serait concerné à minima l'hôpital l'hôpital Morvan, donc le site pédiatrique du CHU de Brest, et la sécurité incendie du secteur. Puis bon, voilà, il y a un recensement des gros clients et des gros consommateurs en cours. On comprend aussi qu'il y a toute une réflexion qui commence à s'opérer sur finalement l'allongement de la durée de vie des réserves. Donc là, en fait, pour nous, avec un tel signal, il y a deux choses. Il va falloir qu'on déclenche en routine la circulation de l'information. Et on s'assure déjà dans un premier temps que la direction départementale du Finistère pour l'ARS est déjà au courant, qu'elle travaille en lien avec Eau-du-Ponant, ce qui était le cas. Il y avait déjà des contacts de prix. Et on entame en fait dans la demi-heure qui suit la phase d'évaluation du signal, parce qu'il faut qu'on comprenne finalement, ou qu'on ait une idée de la portée des conséquences potentielles ou avérées de ce qui est en train de se passer. Je reviens à ce que je disais ce matin, c'est important de nommer la crise, de comprendre l'événement à plusieurs, et rien que dans une cellule, et puis après en interacteur, il va falloir qu'on arrive à dimensionner l'événement dans tous ses paramètres et puis son risque évolutif, puisqu'évidemment il ne va pas rester figé, il peut avoir des proportions différentes. Donc on rentre de 15h à 15h30 dans cette phase d'évaluation. Et en gros, à ce stade, au vu des portées, des conséquences possibles, on va proposer à notre directrice générale le déclenchement de la cellule de crise de l'agence, la cellule régionale d'appui et de pilotage sanitaire, qui globalement est déclenchée dans les 30 minutes qui suivent. Vers 15h30, on a l'information via Eau-du-Ponant qu'on saura une heure plus tard, aux alentours de 4h30, si le CHU de Brest est bien impacté. Et en parallèle, on a l'information que le DAC Appui Nord Santé Finistère est lui aussi prévenu. Donc voilà, donc on a une première phase d'évaluation pour comprendre, qui débouche sur l'activation vers 15h30 de notre cellule de crise. Et les choses se mettent aussi progressivement en route. C'est pas un presse-bouton avec tout le monde qui arrive. Il y a une phase de montée en puissance de l'activation progressive, de l'ordre d'une demi-heure à une heure selon les moments aussi, évidemment. Et puis ça peut monter un petit peu plus en heure non ouvrée. Mais globalement, donc on installe progressivement cette cellule de crise et vers 4 heures, on diffuse un message invitant le CHU de Brest et le DAC, le dispositif d'appui et de coordination, Nord Santé Finistère, à un point de situation qui aura lieu à 16h45 afin d'évaluer les impacts éventuels de la rupture. Le DAC ou la chia, tu veux dire Pour moi, c'était le DAC sur les messages, mais il y avait effectivement la chia ensuite. En fait, on apprend à 16h25 avec l'ajout de la chia, Clermont-Tonnerre, et c'est une information qui émane des services d'Eau-du-Ponant, que l'hôpital militaire est également dans le périmètre. Donc vous voyez bien le caractère évolutif de l'événement. Et sa nécessité de comprendre le sujet. Encore une fois, on n'est pas des spécialistes, tous autant qu'on est, de ce type de problématique. Et il va bien falloir quand même qu'on arrive à saisir les enjeux pour le secteur santé, dans toutes ses dimensions. Et c'est toute la complexité des SSE en général. Donc vers 5h moins le quart, on engage notre phase opérationnelle pour la cellule de crise agence, avec le premier point de situation qui réunit du coup effectivement à la fois le CHU, le DAC et il me semble la chia qui nous a rejoint, avec comme enjeu vérifier la capacité pour l'ensemble des opérateurs, dont les établissements, les structures médico-sociales, mais aussi les libéraux de la zone et les CPTS, de pouvoir fonctionner avec ou sans alimentation en eau potable et anticiper les besoins d'appui et de moyens de suppléance, parce que on voit bien se dessiner les problématiques. On voit bien que si déjà rien que sur l'hygiène générale pour le soin, on ne va pas pouvoir faire continuer à fonctionner un certain nombre d'activités, à commencer par les blocs opératoires, l'activité de maternité, etc. Donc se dessinent pour nous des perspectives de risques majeurs
pour le territoire de Brest en termes de continuité de l'offre de soins. Et vous le savez, l'agence est garante de l'équilibre global entre l'offre et la demande de soins sur le territoire. Donc on va vérifier, si déjà on va questionner les partenaires pour savoir s'ils disposent de réserves d'eau. On va les interroger sur leur capacité à fonctionner sans eau, quelles sont les activités, les secteurs qui vont être touchés, affectés, dans quelle mesure, et puis finalement quelle est leur capacité de résilience. On va aussi anticiper d'éventuels transferts de patients sur le territoire entre les structures, et on va donner des consignes de réorientation de patients au SAMU. Aux alentours de 19h, et c'est une information majeure, on va apprendre que ce risque de rupture d'approvisionnement en eau, et je pense que c'est lié à notre compréhension aussi des documents qui nous étaient fournis, finalement concerne non pas le secteur des 3 structures que j'ai mentionnées, mais l'ensemble, potentiellement l'ensemble de l'agglomération brestoise. Et donc là, on change d'échelle. On n'est plus sur 40 000 personnes, je crois, sur les premiers bilans qui devaient être concernés, 40 000 points de livraison peut-être pour parler plus précisément, mais sur vraiment la totalité de l'agglomération. Ça faisait combien d'établissements? Enfin, rien que les établissements de santé, je ne sais pas si tu as ça en tête. Alors, j'ai la notion de 7 établissements de santé concernés, présents dans la zone concernée par le risque de rupture. Et alors, par contre, je ne sais pas pour le nombre de SMS, mais il y avait un nombre considérable de structures d'établissements du champ sanitaire et médico-social qui étaient impactés, nonobstant la ville, évidemment, quoi. Une fois, évidemment, les réserves, je répète, épuisées. Et donc, on a cette course contre la montre qui commence à s'opérer. Oui, d'ailleurs, en fait, cette distinction entre les zones et le nombre d'habitants et d'établissements concernés, elle est liée à ce rapport au temps, en fait. C'est-à-dire que dans un temps court, il y a effectivement les fameux 40 000 personnes, c'est-à-dire le premier quartier de Brest, elle est liée aussi aux étages de pression, qui sont, puisque le système est globalement gravitaire, donc géré par étage de pression. Et dans un temps court, pour moi, le risque pèse sur effectivement 40 000 personnes et principalement le site de Morvan au CHU. Et dans un temps plus long, l'ensemble du territoire. Et plus on s'éloigne sur l'échelon temporel sans résoudre le problème, évidemment, plus on agrandit le périmètre des personnes et des établissements concernés. Voilà. Tout à fait, oui. Et c'est vraiment là, pour moi, une illustration de la nécessité de comprendre les enjeux et de les partager pour avoir la meilleure coordination possible entre nous. Parce qu'on n'a pas les mêmes compétences, on n'agit pas sur les mêmes niveaux, les mêmes missions. Mais par contre, il faut qu'on arrive à rentrer dans la meilleure synergie possible, encore une fois, parce que c'est ce qui permet de diminuer la portée des impacts de l'événement. Donc on a... Nous, à ce moment-là, dans notre évolution de la compréhension du phénomène, un élargissement des enjeux en tête, qu'on doit avoir en tête. On a l'enjeu, par exemple, d'identifier les besoins en moyens de suppléance pour les établissements de santé et médico-sociaux si jamais la rupture advient. Il faut qu'on arrive à chiffrer, et c'est normalement indiqué dans le plan sec eau potable, les besoins en eau embouteillée. Il va falloir qu'on travaille en synergie avec la préfecture et les services de l'État. On y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. On a aussi l'idée de se dire peut-être qu'on peut proposer une mise à disposition de citernes, notamment aux établissements de santé, pour pouvoir mettre en pression pendant un temps les installations des établissements de manière à augmenter la durée de résilience, au moins du secteur santé. Il y a un enjeu d'alerte pour la dialyse à domicile, évidemment. Donc on a besoin d'obtenir la liste des rues concernées par toutes ces problématiques pour les communiquer à la UB Santé afin de prévenir les personnes dialysées à domicile de la problématique. Il y a évidemment un enjeu pour le grand public de consommation de la ressource et de maîtrise de la communication. Est-ce que l'eau est potable? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? À quoi je suis exposé, moi, en tant que concitoyen? Il faut que les gens comprennent finalement ce qui se passe, mais sans qu'on ait non plus sur une surinquiétude liée à la communication.
Et puis, il y a un enjeu de communication globale autour de la préfecture, puisque dans ces cas-là, peut-être que je le répète, mais le préfet est maître de la communication de crise, c'est important de le dire, il est directeur des opérations de secours, et c'est lui qui donne un peu les grands axes de communication pour que les principaux messages puissent être passés. Vers 19h30, on fait un second point de situation pour partager donc ces éléments. On avance aussi collectivement avec les partenaires du secteur. Et puis on va suivre avec un point interne pour définir un petit peu les modalités d'analyse complémentaires. Et enfin, vers 22h, donc ce premier jour, un échange avec le directeur de cabinet du préfet pour définir les modalités de coordination nécessaires, encore une fois, avec les services de l'État et l'intérêt de prioriser les usages de la ressource. Là, non seulement c'est vrai. Donc je vais peut-être pas aller trop loin. Effectivement, on y reviendra. Des vrais débats qui, du coup, peuvent devenir assez récurrents à l'avenir, notamment dans les contextes de sécheresse qu'on a connus en 2022. C'est des vrais enjeux qui sont au-devant de nous, mais voilà, tu anticipes sur des enjeux effectivement prégnants. Je vais finir sur le 24 février pour vous dire ce qu'on a terminé. Ce qu'on a fait sur la phase aiguë, en fait, parce que le problème ne s'arrête pas au 24 février. Vous avez dû, vous, opérer une gestion beaucoup plus longue, je pense, de retour à la normale. Mais on pourra y revenir un petit peu plus tard. Donc le 24 février, sur l'action ARS, on participe à l'audioconférence à 6h, qui est pilotée par la préfecture et qui réunit tous les acteurs autour du préfet et de Haut-du-Ponant, en tout cas tous les acteurs concernés. Vous nous avez informé à ce moment-là d'un écart probable entre la fin des réserves des châteaux d'eau, moi je vais parler en château d'eau, et la possibilité de remettre en eau le réseau de manière quantitative et surtout qualitative. Donc là je pense qu'on comprend tous à ce moment-là qu'on est bien dans une course contre la montre, s'il restait encore une zone d'incertitude. Vers 7h30, on a une réunion de coordination programmée par l'ARS avec l'ensemble des établissements de court séjour, l'AUB et l'EFS, pour donner justement ces enjeux autour de ces écarts entre la fin des réserves et puis la possibilité de mettre en œuvre la solution technique qui est la vôtre. Et donc, il va falloir qu'on muscle un peu en urgence la résilience, la faculté d'adaptation du système de santé, de tous ces acteurs locaux. Donc, on essaye de voir comment on peut raccorder ces histoires de citernes, d'eau embouteillée, et on va y revenir. Les services de l'État nous ont aidés sur le sujet. Donc, pour terminer, sur cette phase aiguë, on est pour nous, ARS, sur un enjeu comme pour les établissements ou les différents acteurs du système de santé qu'on ne connaît pas bien, qu'on maîtrise mal, sur lequel on a peu d'expérience parce qu'on n'est pas passé par des gestions de crise qui nous affectaient sur ces réseaux. Et donc, on essaye de bâtir avec les acteurs concernés une trajectoire collective. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, Madame Julien Flagel, même question pour vous, pour le CHU. Quelles ont été les actions entreprises par le CHU dans cette phase aiguë, en termes au niveau des services, notamment en termes de réorientation de patients et le cas échéant aussi? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, je pense que quand on a été contacté, le premier contact en tout cas avec le CHU, d'abord, on n'était pas le 1er avril, donc on n'a pas cru que c'était une blague, mais on ne saurait pu. D'abord parce que c'est un sujet dont je pense qu'on n'avait jamais posé de questions, donc on n'était jamais préparé à cette éventualité. Donc il nous a fallu, un peu comme disait M. Balivet tout à l'heure, ou à l'instant, un temps de compréhension de la situation. Qu'est-ce qui se passait ? Une rupture de canalisation, comme disait Noémie tout à l'heure, ma foi, ça ne doit pas être bien grave, il faut la réparer, ça va le faire. Et puis, donc il a fallu qu'on se fasse un petit point sur un petit comité un peu restreint pour bien comprendre la situation, comprendre les enjeux. Et ensuite, on a travaillé sur 2 focales. La première focale, c'est l'eau, on la consomme l'eau à boire dans les services. 2, on l'utilise dans les soins. Et puis,
la deuxième focale, c'est dans nos process de soins qui sont un peu aigus. Donc on les a très vite listés. On a parlé de la stérilisation, de l'hémodialyse, on a parlé de la radiothérapie sur enfin, en tout cas au niveau de nos accélérateurs. Enfin, en tout cas, on liste en tout cas tous les aspects techniques et soins pour lesquels effectivement la rupture en eau va être problématique. Et puis, il y a deux autres aspects qui sont importants. C'est notre centre de traitement des textiles et l'unité production culinaire. Donc, c'est quand même des enjeux. Alors, la compréhension que nous en avions, nous, au début, et l'information, c'est que ça allait toucher l'ensemble du CHU hors carré. Voilà, donc hors carré. Donc, on travaille d'abord sur ce périmètre-là. Même si à un moment donné, comme vous le précisiez, M. Bralivet, on a eu une information pour nous dire peut-être que ça va concerner qu'une partie du CHU, de l'établissement, et particulièrement le centre-ville, dont deux sites, dont un principal qui est Morvan. Mais néanmoins, on s'était préparé. Donc on a commencé à lister là où on pouvait, nous contribuer à diminuer largement notre consommation en eau. Voilà. Donc, au niveau de la consommation en eau, effectivement, on est passé assez rapidement et on allait chercher des fournisseurs d'eau embouteillée, alors qu'on a travaillé avec vous, et puis avec les eaux du Ponant, avec la préfecture, et puis nous-mêmes avec les entreprises locales, c'est assez classiquement. Donc ça, c'est un premier point logistique. Le second point, c'est qu'on a pris des décisions en interne pour diminuer la consommation en eau sur les soins. Alors, on est l'après-midi, néanmoins, on a quelques toilettes, on a quelques réfections de lits, pour lesquelles on a passé des consignes assez strictes de suppression et arrêt des bains pour les patients. Sur les douches, autant que possible, la douche que vraiment en nécessité. Et puis, on a aussi alors c'est des choses très pratico-pratiques, mais on savait que ça passait par là, parce que vu la quantité, quand on additionne en tout cas le nombre de douches, le nombre de bains et de toilettes, ça fait beaucoup. Et puis, sur la réfection des lits, où on a passé aussi des consignes, de ne pas changer, par exemple, toute la literie si ce n'était pas nécessaire, mais de revenir à des choses épurées pour qu'on puisse aussi diminuer la consommation en eau au niveau du centre de traitement des textiles. Et ensuite, on a travaillé process par process, donc sur l'hémodialyse, par exemple, quels sont les patients prioritaires, sachant qu'on ne pouvait pas transférer ces patients-là, puisque l'AUB était lui-même touché par cette rupture d'approvisionnement en eau. Donc ça veut dire que ça, c'est devenu une activité prioritaire en tout cas pour lequel il fallait qu'on maintienne. Ensuite, sur tout ce qui est stérilisation et en lien avec les activités opératoires, on a effectivement listé ce que là on pouvait éventuellement déprogrammer. Donc, alors on n'a pas pris la décision d'arrêt immédiat, on a préparé les déprogrammations éventuelles. Et puis, sur la radiothérapie, par ailleurs, on a fait de même, en disant est-ce que tous les patients doivent être pris en charge, sachant que là encore, comme pour tout ce qui était dialyse, les établissements privés qui font de la radiothérapie sur la région brestoise étaient aussi concernés par cette rupture d'approvisionnement en eau. Donc il fallait qu'on puisse checker avec les équipes pour reporter ces cellules, les séances de radiothérapie. Ça, c'est donc la première approche. Et notre plus grande inquiétude, pour laquelle on a commencé à travailler tout de suite, c'est-à-dire qu'on avait, alors évidemment, on s'était dit que c'était une course contre la montre, et ça, on avait bien compris. Et notre plus grande préoccupation était la rupture complète en eau. Non pas qu'on s'est dit, même s'il y a un trou dans la raquette, il faudra qu'on assure. C'est surtout de relancer toutes nos activités avec le risque de turbidité dans la tuyauterie, dans les tuyaux. Et donc l'impact sur l'ensemble des équipements biomédicaux, entre autres, mais aussi à l'unité production culinaire, le centre de traitement des textiles. Donc on a travaillé sur 3 focales. La première focale, c'est comment on peut diminuer notre consommation en eau. Là, tout de suite, là maintenant, l'effort, on va dire, la contribution à l'effort de guerre sur le bassin brestois. 2, sur les process de soins, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont nos priorités et comment on s'organise, ce qui doit être maintenu et ce qui peut être reporté. Et enfin, comment, si la situation se présente, s'il y a vraiment une vraie rupture, comment on reprend cette activité avec ce risque de turbidité.
Merci beaucoup. Alors, en complément, il n'y a pas eu de transfert, vous n'avez pas transféré de patients du CHU vers d'autres établissements, mais est-ce qu'il y avait quand même des consignes de réorientation qui avaient été données Oui, alors par exemple sur la dialyse, effectivement, par exemple sur le bassin brestois, les 2 centres de dialyse, le CHU et l'AUB, auraient été impactés. Par contre, sur la région de Morlaix, l'AUB restait opérationnel par exemple, et donc on avait commencé à se rapprocher d'eux. Sur la radiothérapie, sur la Pointe-Bretonne, il y a 2 centres de radiothérapie, ils sont à Brest tous les 2, donc voilà, on n'avait pas en tout cas de cette possibilité-là. Et puis sur tout ce qui est prise en charge en urgence, on avait conservé cette priorité, et si on avait eu besoin d'aller jusque-là, on avait en tout cas préparé ces déprogrammations-là. Donc on n'a pas eu en tout cas, nous, à transférer de patients. Par contre, on avait quand même un point, ce matin je disais, il y a toujours une bonne étoile dans les situations de crise. On avait le site de Carhaix qui, lui, n'est pas du tout approvisionné par les eaux du Ponant, Landerneau, on avait quand même tous les établissements en direction commune et puis les établissements du territoire pour lesquels effectivement on aurait pu sans problème transférer un certain nombre de patients. Donc, mais on n'a pas, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas été travaillé jusqu'au bout du process. Alors, donc, merci en tout cas à tous les 3 pour ce premier temps sur les mesures de gestion en phase aiguë. Là, on va consacrer un 2e temps de table ronde pour essayer de voir quels sont les enseignements qu'on peut en tirer et identifier les enjeux problématiques induits par ce type de gestion de crise pour l'ensemble des acteurs parties prenantes. Alors, on va essayer d'avoir la connexion avec la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Alors, on a une double incertitude parce qu'on sait que la préfecture d'Ille-et-Vilaine est assez mobilisée par les intempéries aujourd'hui. Donc voilà, on ne sait pas si elle arrivera à se rendre disponible, Madame Fondacci. Et on a aussi des incertitudes sur la capacité technique de se connecter au système de la salle. Donc voilà, un peu de suspense. Donc je ne sais pas si Madame Fondacci est en ligne avec nous, sinon on prendra le relais. Donc j'ai pas l'impression, je me tourne vers la régie, mais... Bonjour à tous, écoutez, je suis Marine Fondacci, donc je pense que vous m'entendez. Très bien, écoutez, on vous laisse la parole, on vous laisse nous expliquer le rôle de la préfecture et puis nous présenter très rapidement les priorités, notamment du plan Orsec approvisionnement en eau potable. Et merci de nous avoir rejoints, Madame Fondacci, et d'être avec nous cet après-midi. Parfait, je vous remercie. Merci à tous également. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et donc je ne vais pas non plus trop me répéter, mais j'avais ma présentation à faire donc, sur 5 points différents. En tout premier lieu, la présentation du rôle de la préfecture, ensuite la présentation des priorités du plan Orsec, les services pouvant être mobilisés, la communication au 4e point et la décision en situation d'incertitude. Donc le premier qui concerne la présentation du rôle de la préfecture. Depuis tout à l'heure, effectivement, nous entendons préfecture au sens large. Pour beaucoup, pour les usagers, ça signifie beaucoup de choses. Pas souvent de la gestion de crise. Et le service de gestion de crise en préfecture, c'est bien le service interministériel de défense et de protection civile. En tout cas, en Bretagne, on peut bien dire que c'est ce même sigle qui s'applique, donc le CITPC. Le CITPC, il a donc ce rôle de coordination qui est essentiel. Plus il va avoir cette information rapidement et donc de manière partagée, plus les situations peuvent être anticipées, et cela par les différents acteurs. Donc on l'a entendu tout à l'heure souvent, et j'espère qu'effectivement ce message pourra être retenu, parce que si mon intervention peut être utile, au moins sur ce message-là, ce serait bien. C'est qu'effectivement, dès qu'il se passe quelque chose, même parfois quelque chose qui peut sembler minime en gestion de crise, si le CITPC, enfin la préfecture, peut avoir l'information assez rapidement, ça peut permettre ensuite de le partager à différents acteurs. Donc on pense effectivement à l'ARS, à la DDTM, aux forces de l'ordre aussi des fois, aux SDIS, aux mairies concernées, aux COS qui est donc l'échelle zonale, et parfois d'autres acteurs en fonction donc, des thématiques qui pourraient être impactées. Ensuite, notre service propose aussi à l'autorité préfectorale toutes les mesures utiles qu'on pourrait conduire en termes d'opération et le tenir régulièrement informé donc, de l'évolution des situations.
Pardon. Le site PC convoque également, si nécessaire, une cellule d'évaluation. On n'a pas toujours un COD qui se met en place, donc le centre opérationnel départemental, cette cellule d'évaluation permet simplement des fois uniquement en visio, en appel ou simplement en téléphone de réunir en fait les acteurs concernés pour pouvoir échanger et apporter tous les éléments nécessaires entre nous, en tout cas nous coordonner pour que la situation avance au mieux. De l'autre côté, vous avez aussi, d'un niveau bien sûr plus supérieur, le préfet ou l'autorité préfectorale qui, lui, va alerter dans les plus brefs délais les différents acteurs. Je suis désolée, j'ai la poisse qui est avec moi, je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai l'alarme de sécurité incendie qui vient de se déclencher. Donc, bon, voilà, ce sont les aléas du direct. En tout cas, je vous ai fait une petite présentation donc, du rôle de la préfecture. Je suis désolée, il va falloir donc que je vous abandonne. J'espère voilà, que c'est simplement un exercice. Je me reconnecterai peut-être après. Enfin, je vous enverrai donc ce message. D'accord, allez vous mettre à l'abri parce que c'est quand même ça la priorité. En tout cas, merci. Peut-être qu'on refera la connexion si on a le temps tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Fondacci. Allez, je suis désolée, hein, mais parce que c'est quand même la priorité. Je reviendrai. Merci. À tout de suite. Bon, comme quoi, voilà, c'est une illustration de notre quotidien à tous. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, du coup, Madame Fondacci n'a pas pu complètement aller au bout, notamment d'écrire les priorités de l'Orsec alimentation en eau potable, qui est quand même un document de référence pour ce type d'événement, en ce sens où il va décrire les activités prioritaires, notamment s'il faut rationner la ressource en eau. Donc, ça fait partie des enjeux qu'on a vu poindre lors de cette gestion de crise. Alors du coup, je vais redonner la parole à Madame Saint-Hilary, parce qu'on a eu effectivement des débats avec la préfecture, parce que sur l'agglomération brestoise, il y avait 2 gros consommateurs en eau, un acteur industriel dont je tairai le nom, mais qui était le plus gros consommateur, et le deuxième consommateur, c'était le CHU de Brest. Et comme vous voyez, c'était une course contre la montre, et il fallait absolument, pour pouvoir éviter la rupture, avoir une baisse significative de la consommation en eau. Donc il y a eu des débats. Je vous laisse peut-être expliquer ces enjeux, Madame Saint-Hilary. Oui, parce que c'est vrai que si on se projette, parce que là on évoque vraiment des situations de crise ponctuelle liées à un événement exceptionnel, mais si on se projette sur des événements plus, à la fois qui se prolongeront dans la durée et qui apparaissent comme inéluctables au regard des évolutions climatiques qui vont être la raréfaction de la ressource et des périodes de sécheresse prolongées, la question de la répartition de la ressource est vraiment fondamentale au milieu de tout ça. Peut-être juste une toute petite remarque sur les plans Orsec et la nécessité d'avoir des plans peut-être à réactualiser. Sur le Finistère, l'une des premières mesures du plan Orsec et sur le territoire de Brest Métropole, c'est la préconisation de la baisse de pression sur l'ensemble du système. Or, c'est techniquement impossible avec un système gravitaire. Voilà, parce que le système peut se mettre en pression, soit par effet gravitaire, soit par effet de pompage. Et en l'occurrence, alors ça pourrait, depuis, on a mené quelques études pour ça peut s'adapter. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, on prend le plan Orsec, on regarde la mesure numéro 1, on ne peut pas l'appliquer. Voilà. Donc, c'est pas inutile de se repencher sur cette question. Alors, sur la question de la répartition de la ressource, alors, on a... Donc, pour l'information de tous à la préfecture, c'est un exercice. Voilà. Nous voilà rassurés, d'autant que je ne maîtrise pas l'approvisionnement en eau sur l'île-et-Vilaine pour la sécurité incendie. Donc oui, donc je disais la question de la répartition de la ressource, parce que c'est vrai que quand j'entendais la question de est-ce qu'on se prépare à transférer des patients en cas de risque de rupture d'approvisionnement en eau, il y a beaucoup de mesures à prendre
avant d'en arriver là. Et évidemment, ça pose la question de la gestion globale de crise, mais aussi de la gestion globale du risque, parce que là, je pense que la situation était assez parlante. Donc effectivement, le plus gros consommateur sur le territoire de Brest Métropole, c'est un acteur industriel, sur des niveaux de consommation qui sont plus du double, 2,5 fois celui du CHU, donc ça donne une idée. En revanche, on ne peut pas non plus opposer simplement industriel à vocation commerciale et de l'autre côté établissement de santé à vocation sanitaire et service public. Les process industriels, c'est aussi dans certains cas, c'est du Céveso, c'est des process qui sont extrêmement contrôlés et l'interruption de l'approvisionnement en eau sur des process industriels peut aussi générer tout un tas d'autres risques. Cela dit, l'approvisionnement industriel est là aussi extrêmement hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des industries qui ont leur propre approvisionnement, mais qui éventuellement prélèvent sur les mêmes ressources. Ça peut être des prélèvements dans les mêmes nappes, donc si on se projette sur des problèmes de raréfaction de la ressource, le problème peut se prolonger aussi. Il y a des systèmes qui commencent à recycler leur propre eau. Enfin, bref, c'est très très difficile de modéliser quelque chose. Mais c'est sûr que l'approche globale du risque, et avec tout le dilemme qu'on imagine, entre est-ce qu'il vaut mieux transférer des patients ou est-ce qu'il vaut mieux interrompre un process industriel avec ce que ça peut supposer de difficultés ensuite à le remettre en route, de gestion de risque de ce point de vue-là. Bon, on se prépare certainement des réflexions compliquées. Ce qui est sûr, c'est que c'était vraiment la nature des débats dans le courant de la nuit. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on découvrait à ce moment-là cette nécessité d'avoir une réflexion sur la priorisation. Voilà, et qu'elle n'est pas forcément aussi évidente que ça. Mais c'est vrai que moi, de mon point de vue, si on replace, je me revois en situation de gestion de crise, à ce moment-là, pour moi, il est inimaginable de couper l'approvisionnement du CHU, en fait. On balaye l'ensemble. D'un côté, on avance sur la réparation et on fait tout ce qu'on peut pour préserver les réserves qu'on a et les faire durer le plus longtemps possible. D'autre part, on essaie d'alimenter un débat autour de la répartition de la ressource et la priorisation qui permet évidemment de ne pas couper l'approvisionnement en eau des établissements de santé. Vous voyez, tout à fait. Sachant c'est une ressource qui a la chance de se stocker, contrairement à l'électricité. Attention quand même à l'effet de risque en cascade, et on l'a vu particulièrement pendant la tempête Ciarán. L'approvisionnement en eau dépend en grande partie de l'approvisionnement électrique. Tout à fait. Mais effectivement, c'était des débats qu'on a eus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a pu participer, l'ARS participe aux travaux d'écriture des ORSEC alimentation en eau potable et donc fait une contribution santé. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont vocation à intégrer ces ORSEC eau potable, notamment la rationalisation des usages. Et dans la rationalisation des usages, donc il y a le fait de donner des consignes de limitation de la consommation en eau, mais également le fait de désigner des usagers prioritaires. Et dans cette désignation des usagers prioritaires, évidemment, les établissements de santé et tous les opérateurs du système de santé sont en haut de tableau, que ce soit les établissements de santé, après les médico-sociaux, etc. Pour autant, ce qui était l'innovation, pour nous en tout cas côté ARS de cette gestion de crise, c'est qu'on se rendait compte que des usagers dits prioritaires pouvaient être victimes d'une rupture d'alimentation en eau potable. Et c'est ça, c'est pour la raison pour laquelle on a souhaité parler de cette expérience-là au cours de cette journée-là, pour qu'il y ait cette prise de conscience-là, parce que je pense qu'on n'est collectivement pas assez conscient de ce risque-là, que le système de santé peut aussi être impacté, bien qu'il soit prioritaire dans l'alimentation en eau. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, après on va... Peut-être juste aussi un élément purement technique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper la livraison d'eau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini, imaginons un monde parfait où on a des priorités de répartition de la ressource qui soient extrêmement claires, ça ne reposera quand même que sur... on peut couper l'approvisionnement d'un industriel ou, en revanche, l'approvisionnement de la population. Mettons que, on stylise un peu le trait, on dit on coupe l'approvisionnement pendant 12 heures pour la population et on
on privilégie les établissements hospitaliers. C'est possible, hein, il y a les casses qui amènent des coupures dans des habitations pendant plusieurs heures, ça, vous l'avez peut-être déjà vécu, ça arrive sur tout le territoire. Sauf qu'on ne peut matériellement pas interrompre la livraison d'eau, en fait. On peut couper des quartiers, on peut couper, mais chez l'habitant. Donc ça pose aussi la question d'aller réguler jusqu'à l'habitant. Le système est quand même. Il y a la gestion d'un réseau global et pas différencié suivant les usagers. C'est vrai aussi au niveau tarifaire d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est secondaire. Ok. Alors, si on revient sur les rôles de l'ensemble des acteurs, on n'a malheureusement pas pu entendre Madame Fondacci, mais bon, peut-être que Guillaume, tu pourras redire un peu comment s'articule le lien ARS-préfecture, sachant que c'est bien la préfecture qui est en pilotage de la gestion de crise et qui pilote l'ensemble des services interministériels. Et il y avait dans nos discussions, notamment la DDTM qui pouvait intervenir. Donc, redire le rôle de l'ARS, le rôle de la préfecture, le rôle d'interface que joue l'ARS entre le système de santé et la préfecture. Donc je te laisse préciser tout ça. Alors effectivement, donc on l'a dit, le préfet est directeur des opérations de secours et nous on est finalement positionnés sur un rôle d'autorité sur le secteur santé. Là-dessus, je pense que c'est clair, mais ce qui est important au-delà de ces deux résumés de fonctions rapidement, c'est de matérialiser clairement l'interface nécessaire entre un préfet directeur des opérations de secours et les services de l'ARS, la DGRS et ses services, pour l'aspect adaptation du secteur santé. Parce qu'on voit bien là toute la difficulté pour un préfet de réaliser les arbitrages qui pouvait être à sa main en termes de priorisation des usages. Le plan RSEC est clair, mais vous l'avez rappelé, les situations sont compliquées. On ne peut pas non plus générer des risques complémentaires en coupant de manière péremptoire, sans réflexion approfondie et sans éclairage, les grands industriels. Donc c'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit en capacité, nous, côté santé, d'apporter un éclairage justement au corps préfectoral pour favoriser une décision éclairée et la plus pertinente et la plus équilibrée possible. Donc c'est comment dire, l'apport qu'on va avoir, mais c'est aussi doublé d'une capacité évidemment à remonter les enjeux au-delà de la prise de décision, c'est lui redire que nos priorités sont finalement celles du soin, celles de l'augmentation de la résilience des établissements ou des différents acteurs par le concours de certains acteurs à la main du préfet. On a parlé de la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer. C'est le service qui va s'occuper de l'apport en eau embouteillée, notamment, auprès des établissements, en tout cas d'un apport que la personne responsable de la production et de la distribution d'eau ne pourra pas fournir. Il est capable, ce service, via un logiciel, un outil, de mettre à disposition des citernes qu'on va pouvoir remplir et mettre à disposition des acteurs qui pourraient être coupés. Donc nous, on a tout intérêt à amener finalement cet éclairage-là au corps préfectoral. Donc double mission peut-être sur ce type de gestion, veiller à la continuité des soins et veiller à la disponibilité, à la qualité de l'eau distribuée, puisque au-delà du secteur santé, on a aussi, nous ARS, une compétence finalement sur la ressource. Je pense que c'est important de préciser le rôle de nos services en santé environnementale sur justement ce conseil, cette évaluation du risque sanitaire à l'instant T que le préfet peut avoir besoin, justement en réduisant au maximum la notion d'incertitude dont parlait Madame Fondacci tout à l'heure. C'est vraiment le principe de la décision éclairée. Voilà, je ne sais pas en quelques mots l'éclairage. Très bien, merci beaucoup.
Moi, je vais me tourner vers Madame Julien Flajol pour avoir un éclairage complémentaire justement sur les enjeux tels que vous les avez identifiés. Vous avez quand même un peu abordé ces questions-là. Mais dans ce type de gestion de crise, quels sont les enjeux pour un CHU en termes de continuité des soins et autres? Et si vous pouviez aussi revenir sur le rôle que vous avez pu jouer, parce que du coup, au décours de cette gestion de crise, l'ARS s'est appuyée sur vous notamment pour assurer le rôle de, entre guillemets, plateforme logistique pour distribuer de l'eau en bouteille à tous les établissements médico-sociaux du territoire concerné. Donc voilà, vous a mobilisé à double titre. Oui, effectivement, une fois qu'on a un peu compris les grands enjeux, le sujet de la priorisation est important, avec cet écart qu'il faut faire qu'il a fallu faire en tout cas entre, en gros, on est parti sur très large au niveau des CHU, après on nous a dit plutôt le centre-ville, donc on s'est dit, bon, chouette, voilà, on exclut quand même un certain nombre d'établissements et on se concentre, et puis de revenir après dans la soirée, comme le précisait M. Brélivet, à quelque chose de beaucoup plus large. Donc ça, c'est vraiment... faut être extrêmement agile. En fait, c'est une crise un peu particulière parce que on avait l'impression de subir, même si on avait de nombreux échanges, et de toujours s'adapter et d'être toujours d'avoir l'impression d'être toujours... ne pas être au bon moment de la crise, d'avoir toujours un train de retard. Et ça, c'est extrêmement stressant quand on est en cellule de crise, on s'était évidemment avec une composition qu'on avait adaptée, rien à voir avec la cellule de crise de la cyberattaque, comme j'en parlais ce matin. C'était d'autres acteurs qu'il fallait chercher, qui n'ont pas toujours l'habitude d'être mobilisés pour de la crise. Donc il faut aussi la compréhension de ce que c'est qu'une crise et ce qu'on attend d'eux. Donc ça, c'était aussi le rôle. Notre rôle aussi, ça a été aussi d'être en appui sur les petites structures, et entre autres les structures médico-sociales, qui parfois étaient inquiètes de se dire, voilà, comment on fait, on va plus avoir d'eau ce soir, comment on va faire pour préparer les repas de nos résidents, enfin, donc de pouvoir aussi de trouver des solutions et effectivement d'avoir joué. En tout cas, jouer, enfin, je ne sais pas si c'est pas le bon terme, en tout cas d'avoir assuré en tout cas et d'avoir mis en place une plateforme de distribution d'eau embouteillée en fait, donc d'avoir travaillé avec vous et la préfecture pour aller récupérer en fait dans toutes les grandes surfaces, je fais un peu court, mais c'est à peu près ça, et toutes les collectivités, toutes les bouteilles en eau qui étaient disponibles, mais nous c'était établissement de santé. La formation, comme le disait tout à l'heure Noémie, avait été aussi partagée par les Eaux du Ponant et la préfecture auprès de la population. Donc la nature ayant hors du vide, toute la population brestoise s'est précipitée dans toutes les grandes surfaces pour faire le plein en eau diverses et variées. Et donc effectivement, comment un hypermarché, par exemple, allait prioriser entre un établissement de santé ou des établissements médico-sociaux. Et donc là, il faut travailler avec la préfecture pour qu'effectivement on ait une priorité, en tout cas, pas complètement être prioritaire, une priorité, je mesure bien les choses, et après mettre en place très vite cette plateforme logistique, et après distribuer, en tout cas, l'eau sur l'ensemble des établissements et les établissements médico-sociaux. Et puis le deuxième point, c'est effectivement aussi partager les éléments très pratico-pratiques qu'on avait mis en place au niveau du CHU. J'ai parlé tout à l'heure de la toilette, de la réfection des lits. Enfin, c'est des petites choses, mais pour lesquelles il fallait que collectivement, l'ensemble des établissements de santé puissent mettre en place ces mêmes actions pour qu'on puisse effectivement diminuer la pression, en tout cas, puisqu'on avait bien compris qu'il fallait, ça jouait la montre, et qu'il fallait qu'on tienne jusqu'à la réparation complète du système, et que donc moins on mettait la pression sur le système, mieux c'était. Merci beaucoup. Enfin, voilà, en termes de conclusion rapide, puis je vais repasser la parole à Guillaume qui aura des informations à donner. Moi, le sentiment qu'on a eu côté ARS, et je ne sais pas si Mme Saint-Hilaire le confirmera, c'est que les mesures mises en place par le CHU, notamment en termes de limitation de sa consommation en eau, ont contribué de manière significative à ce que ça passe sur le système et à ce qu'on n'ait pas de rupture de l'alimentation en eau.
Moi, ce que je voulais dire, pour avoir assisté à certains débats, notamment entre ce qu'on appelle la personne responsable de la distribution en eau, le PRPDE, et donc Eau du Ponant, et la préfecture, c'est que cette question de la priorisation des usages est loin d'être évidente. Il y avait notamment des discussions, on a vu effectivement le gros producteur industriel, c'était un site Céveso, donc des problématiques de risque. Il y avait également des problématiques juridiques, c'est-à-dire que la préfecture, à un moment donné, nous disait, avait besoin de motiver une éventuelle décision de limitation des usages, et en l'occurrence, c'était pas loin d'être évident. Donc c'est un peu le message qu'on souhaite vous faire passer à vous, acteurs du champ santé, c'est-à-dire qu'il faut pas... il faut vraiment se préparer, parce que rien ne dira qu'en situation, les arbitrages seront nécessairement favorables et qu'il y aura nécessairement une priorisation du secteur santé. C'est pas évident, aussi bien, quand bien même c'est écrit dans les différents plans. Donc c'est vraiment l'enjeu. On vous recommande vraiment de vous préparer à ce risque-là. Avant de passer la parole alors le ministère, la Direction générale de la santé a pris en compte ce risque, parce que il vous a pas échappé qu'en 2022 on a connu, en 2023 aussi, mais en Bretagne on était un peu moins impacté, mais une sécheresse historique. Donc la DGS a produit des outils. Est-ce que vous avez éventuellement le souhait de faire un ou deux mots de conclusion avant de passer la parole à Guillaume pour présenter les outils produits par la DGS? Je vous laisse libre à vous. Moi, je confirme tout à fait, vous m'avez demandé que les efforts du CHU ont très très largement contribué à ce qu'on passe la crise, c'est-à-dire qu'on préserve les réserves le temps nécessaire à la réparation. Donc je les ai déjà remerciés, mais je le fais à nouveau. Et donc les enjeux globalement de la réflexion de l'ensemble du système sanitaire sur les consommations d'eau sera très très important dans l'avenir, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, sur la partie gestion de crise, et pour tout ce qui est livraison... Alors sur l'approvisionnement en bouteilles d'eau aussi, même si ça incombe. Alors l'autorité compétente dans ce domaine, c'est l'autorité organisatrice de l'eau, donc les communautés de communes ou les métropoles, enfin les communes pour ceux qui ont les territoires où ça n'a pas encore été transféré, mais c'est bien l'État n'intervient qu'en cas de carence normalement, et donc là pour nous du Ponant, c'est au nom des collectivités qui en sont actionnaires qu'on en est chargé. Cela dit, ensuite, une fois que c'est posé, nous aussi les bouteilles d'eau, on n'est pas un producteur d'eau en bouteille, donc on les achète dans la grande distribution là aussi. Et donc, et avec toutes les problématiques logistiques que ça peut supposer. Et l'appui du CHU dans ce domaine a été aussi une très grande aide. Alors, moi, je conclurais peut-être, l'enjeu aussi dans ces situations de crise, encore une fois, c'est une nouvelle crise, c'est la communication entre les acteurs, la compréhension de ce qui se passe, et puis effectivement de mettre en place cette résilience qui est quand même nécessaire à toute crise. Mais j'appuierais sur toute la communication et les points réguliers de compréhension, parce que vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Brélet, on a eu à un moment donné l'impression d'avoir ordre et contre-ordre parce qu'on avait un périmètre très grand, puis après plus petit. Mais ça se une fois qu'on a l'élément de compréhension, c'est logique. Mais une fois qu'on vous le dit, tout le monde s'énerve en disant mais on nous a dit que c'était là, puis maintenant ça, il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Vous voyez, donc on a vraiment un enjeu en tout cas important de communication et de respect en tout cas des personnes et de l'ensemble des partenaires. Alors Guillaume, écoute, tu auras le mot de la fin de cette table ronde. En tout cas, ça n'en finit pas la journée encore, mais peux-tu nous présenter les deux outils de préparation développés par la Direction générale de la santé normalement, tu as une diapo. Ouais, je ne la vois pas. Voilà, elle est là. Ouais, bon, voilà. Je vais faire simple, parce que vous retrouverez en fait les éléments dans les... Alors si j'ai pas fait de bêtises sur le plan informatique, dans les deux documents qui sont en bas, il y a des liens hypertextes derrière et vous avez la totalité des consignes et des modalités de conduite à tenir. Et donc voilà, donc ça concerne surtout et essentiellement le champ sanitaire et médico-social, puisque la DGS, au sortir de l'épisode de sécheresse de l'été 2022, qui avait généré un certain nombre de questionnements dans la société. On a pu passer des choses dans la presse. Donc la DGS et le ministère a produit deux documents de préparation, justement pour que vous puissiez, vous référents SSE,
produire un travail de planification à froid de ce type de risque, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les établissements médico-sociaux. Donc, l'idée, c'est de décomposer le travail en plusieurs phases. Vous avez une préparation des types d'événements en question et d'anticipation où finalement on va composer la gouvernance et le contenu d'une équipe projet pour produire voilà, l'outil derrière, puisque évidemment il y aura pas forcément il y aura besoin de plusieurs compétences à mettre autour de la table, autant la compétence technique qui s'occupe finalement du réseau en interne que celle des services qui peuvent être touchés par ce type de problématique. Et puis donc voilà, au-delà du fait de mettre les acteurs autour de la table pour éclairer toutes les facettes de l'événement sur l'organisation interne, il va bien falloir déterminer finalement quelles sont les organisations à mettre en place sur la structure, les process d'alerte qui doivent être informés en interne, encore une fois, comment on dimensionne le calcul des usages en termes de consommation courante pour les professionnels et les patients, en termes de besoins pour le soin ou pour les autres process. Vous avez parlé du linge et de l'alimentation tout à l'heure. Il peut y avoir énormément de facettes et de conséquences à explorer, et donc ça se fait évidemment à froid. Donc voilà, ça permet, au-delà donc de la préparation, de poser les bases d'une organisation de gestion de crise, et c'est autant de temps qu'on va gagner si jamais le sujet émerge. C'est pas un sujet qui n'arrive jamais. Actuellement, sur l'agglomération de Rennes, il y a des travaux qui sont menés, et j'en profite pour faire un point d'actualité parce que voilà, il y a une surpression liée à des travaux dans le réseau, et on pourrait avoir derrière des problématiques de ce type. Bon, c'est évidemment surveillé par les services, mais c'est juste pour illustrer le fait que ce risque existe et est avéré. Et donc vous retrouverez dans ces doctrines de réponse des éléments aussi de retour à la normale, parce que la phase aiguë, c'est une chose, mais c'est compliqué, enfin c'est un point de vue personnel que j'exprime, c'est compliqué pour moi, je pense, de durer dans le temps. Et vous l'avez exprimé tout à l'heure, je crois, Madame Julien Flagel, sur le fait d'avoir une continuité d'activité raisonnée, de pouvoir avoir le bon équilibrage sur les mobilisations internes pour ne pas s'essouffler avant la fin de l'événement et le retour à la situation nominale normale et quotidienne. Parce que au-delà de la phase aiguë, on a, et on le sait, surtout sur les problématiques réseau, des travails de longue haleine de réparation des infrastructures. Voilà. Donc je ne vais pas plus loin. Je pense que vous découvrirez les éléments de manière approfondie dans les 2 PDF qui sont sur le support, et on va vous le transmettre dans les jours qui arrivent. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on prenne un petit temps pour les questions sur cette table ronde, si vous en avez, que ce soit dans la salle ou à distance. Alors, est-ce qu'il y a des souhaits de questionnement dans la salle? Ah oui, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Alors, Madame... Je crois que c'est Madame Conan-Mathieu, si ma vue est bonne. Je vais vous laisser vous présenter parce que je ne suis pas sûre de bien vous voir d'ici. Ah non, c'est pas ça. Je suis Isabelle Jusselin et je fais partie de la MSP Nord-Ouest. Donc on n'est pas du tout dans un établissement de santé, mais c'est plutôt... Donc c'est une question générale en tant qu'habitante, on va dire simplement. Le fait de prévenir la population dans un cas de situation exceptionnelle comme vous l'avez décrit, est-ce que ça n'a pas plutôt un effet inverse sur la consommation d'eau en court terme? Le réflexe des gens n'a-t-il pas été de faire des réserves en eau et donc d'augmenter au contraire leur consommation d'eau? Est-ce que vous avez pensé à ça, ou est-ce qu'on pense que la civilité des gens va faire que... Oui, bien sûr. Enfin, c'est toujours le dilemme, en fait, entre alerter et générer, enfin, pour tout ce qui se consomme et qui se stocke. Enfin, je crois qu'ils ont, ça peut être le même problème sur le plan alimentaire. Est-ce qu'il vaut mieux alerter ou ne pas alerter? Alors après, il y a la question de
c'est des débats qu'on avait eu un peu en interne. Vous stockez en général de l'eau pour votre consommation personnelle. Vous stockez pas de l'eau pour pouvoir prendre 4 bains, faire tourner 6 machines à laver, enfin, sur le plan des usages vraiment domestiques. Or, ce qui est le plus consommateur dans une journée, ce sont ces usages-là. Donc finalement, qu'il y ait un peu de stock fait pour la consommation en eau paraît être un moindre mal, on va dire. Après, on peut aussi faire le pari de la confiance et de la citoyenneté. En l'occurrence, ça a fonctionné. Alors, vous dire, on est incapable de dire comment ce qui, dans la réduction de la consommation qu'on a observé dans la matinée, ce qui était lié aux efforts du CHU, aux efforts des industriels aussi, qui ont travaillé, qui ont réduit leur process, et aux efforts des consommateurs, des usagers, des particuliers. C'est impossible à déterminer. Sur une crise comme ça, après ça se modélise un peu plus. Maintenant on voit, comme c'est des sujets où tout le monde se prépare, ça attire aussi les sciences comportementales. Il y a pas mal d'études qui sont extrêmement intéressantes qui sont en train de se monter sur ce sujet. Donc voilà, nous en tout cas, ce que je peux dire, c'est que globalement, on a eu une baisse significative de la consommation d'eau par rapport aux moyennes sur, on va dire, la matinée du vendredi qui a permis de passer la crise. Alors j'ai vu une autre main se lever. Allez-y, présentez-vous. Oui, bonjour, Michael Moriconi. Je suis référent SSE au centre hospitalier de Cornouailles, Quimper. D'abord, merci pour la qualité, je trouve, de cette restitution, de la forme et du fond, parce que c'était passionnant et fluide. Et donc, merci pour ça. J'ai une question. Est-ce que vous savez s'il y a eu un précédent de rupture d'approvisionnement dans le territoire français dans l'histoire? Alors, vous pouvez peut-être répondre de mémoire, mais vous allez compléter, et je parle sous votre contrôle parce que vous êtes bien plus capé que moi. On a des événements sur les dom-toms. Et en métropole, moi, à ma connaissance, je ne sais pas. Peut-être que vous avez d'autres éléments d'information. Alors, sur le territoire du Nord Finistère, pas plus tard que sur la tempête Yaran, où il y a plusieurs parties du territoire qui ont fonctionné avec de l'eau en bouteille et sans eau pendant plusieurs jours, voire davantage. Là, pas en raison de... C'était pas lié au système de production d'eau, mais à l'alimentation électrique. Au passage, je découvre, moi, puisque c'est assez récent pour moi, avec stupéfaction, que la sécurisation électrique du système d'approvisionnement en eau et assainissement, parce que l'assainissement qui n'est pas sécurisé provoque des pollutions. Mais les pollutions, alors déjà, c'est un problème en soi, bien entendu, et ça peut aussi perturber la production d'alimentation en eau potable. En l'occurrence, dans les jours qui ont suivi la tempête Yaran, Eau du Ponant est allé sécuriser des installations d'assainissement qui ne dépendaient pas de notre territoire pour éviter des risques de pollution qui allaient arriver dans les Lornes et qui étaient en amont de l'usine de production d'eau potable et qui risquaient de générer des pollutions. Vous voyez, l'eau est un cycle, il ne faut jamais l'oublier. Donc, ceux qui se polluent se retrouvent dans la production. Donc, vous voyez, très récemment, oui, des ruptures sur des territoires. Et après, il y a eu déjà, là, dans la période, la sécheresse 2022, des ruptures sévères dans les communes du sud de la France, qui ont amené de l'approvisionnement des villages entiers qui ont été approvisionnés en citernes pendant des jours, des semaines entières. Et puis, des ruptures qui sont dues à des événements type inondations. Tremblement de terre, on n'a pas beaucoup en France, mais les inondations dans le Nord génèrent des ruptures d'approvisionnement, en fait. Donc, il y a le système en lui-même. Là, il n'y a pas de... La casse, c'était un système... c'était un problème lié au réseau d'eau en lui-même, qui peut générer des risques. C'est finalement, en termes de probabilité, plutôt le plus rare. C'est quand même un système qui est très robuste, la production d'eau. En revanche, il peut être victime de tout un tas de problématiques qui sont très très liées aux évolutions climatiques. Les variations, le gel, les changements brutaux de température, enfin tout ça sont des problématiques qui impactent la production d'eau, au-delà de la ressource proprement dite. Donc c'est un système qui va être exposé à tout un tas de pressions, sans mauvais jeu de mots, mais qui vont aller en augmentant, quelle qu'elle soit, la pression sur la ressource en elle-même, la pression sur le système, les impacts climatiques directs et indirects et les risques de pollution.
Sans vouloir affoler personne. Voilà, et puis il y a également toute la crise de l'eau à Mayotte, et là, qui est finalement archétypale finalement des difficultés qu'on pourrait avoir si on avait une sécheresse majeure. Je ne sais pas si vous avez des informations sur le sujet. Enfin, je sais que nous, on a des collègues qui sont allés aider dans le cadre de la solidarité inter-ARS, qu'on pourra éventuellement faire témoigner, mais bon, je ne sais pas si la collègue veut témoigner. Voilà. Allez, vas-y, oui, Muriel. Bonjour, Muriel Tézé, service santé environnement de l'ARS Bretagne. Juste, c'était l'occasion effectivement de faire... voilà, j'ai été à Mayotte sur la fin de l'année dernière en soutien à mes collègues qui travaillent sur l'eau potable. C'était le lien entre les deux questions que vous venez de poser. En fait, effectivement, c'est globalement un travail de résilience de l'ensemble de la population sur les problèmes d'eau. Parce qu'on se rend compte que... Bon, à Mayotte, il n'y a pas vraiment de solution immédiate, on va dire, mais ça fonctionne parce que, en fait, l'ensemble de la population, les professionnels, les industriels et voilà, la population quotidienne joue son rôle dans voilà, la réduction et je dirais l'attention qu'elle peut porter à l'eau. Et moi, j'ai un peu tendance à dire... Excusez-moi, je suis un peu émue parce que voilà, ça remonte pas mal de choses parce que le vécu sur 3 semaines n'était pas forcément évident. En fait, ce qui se passe, c'est que moi je dis toujours qu'un peu en métropole, on est des enfants gâtés. On ne s'est jamais trop posé la question de notre usage de l'eau. On a besoin d'eau, on ouvre notre robinet, que ce soit pour arroser nos fleurs, notre jardin, cuisiner, se doucher. Voilà, donc on fonctionne très en enfant gâté. Il va falloir qu'on apprenne un petit peu à gérer cette eau au quotidien, voilà, sur l'ensemble de l'année. Mais tout ça, ça s'apprend. Merci beaucoup pour le témoignage. Alors, il y a d'autres questions et après, on regardera s'il y a des questions à distance aussi. Oui, alors bonjour, moi je travaille à la Fondation AUB Santé. Je fais partie de la métropole, donc sur les enfants gâtés un petit peu, mais vous nous avez cité parce qu'on a été impacté en effet par cette rupture d'eau sur nos secteurs de Brest, sur nos sites de Brest où on a fait des replis de patients, enfin des replis sur nous-mêmes, hein. Enfin je veux dire tous les patients ont été dialysés. Je vous remercie, je n'ai pas forcément une question, mais je vous remercie de traiter ce sujet. L'eau, puisqu'on travaille dans la dialyse sur une grande partie de la Bretagne et la Normandie, est une de nos préoccupations avec l'électricité dans toute gestion de crise. C'est pas simple, et la tempête de fin d'année nous ramène aussi, parce bien sûr on fait de la dialyse, mais on fait aussi de l'HAD. Et ce qui a été compliqué à vivre avec la tempête, c'est tous les patients du Nord Finistère qui sont restés jusqu'à 15 jours sans eau et électricité. Et j'entends avec les documents que vous allez fournir, en effet, vers les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, le domicile n'est pas simple non plus et n'est pas simple à gérer. Là, dans l'exercice dont vous parlez aujourd'hui, je vous remercie. Je remercie vivement l'eau du Ponant parce que comme nous sommes sur quasiment toute la Bretagne et sur la Normandie, nous avons beaucoup d'acteurs partenaires sur l'eau. Et avec l'eau du Ponant, juste la semaine qui suivait, on devait faire un test sur des cuves d'eau que l'on a fait. Finalement été réalisé un peu plus tard. C'est ça, mais ça voulait bien dire qu'on était dans cette préoccupation de se dire comment on fait quand on n'a plus d'eau. Et là, la crise dont vous parlez a été courte. Quand on y était, c'était pas court, parce qu'on attendait à chaque instant que ça revienne, mais on envisageait la soirée du vendredi, on envisageait le week-end, on envisageait comment ça allait être, et du coup, le mode dégradé allait être de plus en plus complexe. Mais ces difficultés en eau et en électricité, on les a beaucoup connues sur l'AUB Santé, nous, c'est la HAD Morlaix, d'autres encore de Bretagne, mais celle qui a été le plus touchée était celle-là. Et ça n'a pas été simple d'assurer les soins sans eau, sans électricité. Et ça a été peut-être sur d'autres secteurs, pas à Morlaix, mais un peu complexe aussi, dans ces partenariats entre établissements, comme pour nous, il a été nécessaire de réhospitaliser un patient qui nécessitait réhospitalisation, pas parce qu'il n'avait pas d'électricité et pas d'eau, mais parce que là, sa vie en dépendait. Ça n'a pas été simple. Donc quand on est en crise, c'est aussi bien de s'entraider.
Merci beaucoup. Enfin, je vous laisse Je confirme intervenir. que la dialyse est vraiment dans la ligne, puisque comme tout le monde, on fait des scénarios, des exercices de crise, et que la dialyse fait vraiment partie des secteurs prioritaires. Mais après, ça pose plus globalement la question de la sécurisation électrique de la production en eau, sachant que c'est infiniment moins contraignant, paradoxalement, pour la production en eau que ce que j'ai connu dans le monde hospitalier. Et il y a vraiment quelque chose d'étonnant. Et par rapport à Mayotte, alors évidemment, on a bien en tête les énormes difficultés de Mayotte, sans aller si loin, en restant en Bretagne, l'île Molène, privée d'approvisionnement en eau. Alors les îles, mais particulièrement Molène. Du coup, je ne peux pas résister. Je ne peux pas résister à un petit message pour l'ARS. C'est-à-dire que, d'une part, tout ce qui peut permettre, on a sur Molène, la question des osmoseurs, alors qui posent d'autres problèmes, sur le plan de la consommation énergétique, mais qui sont évidemment soumis à autorisation comme il se doit, mais qui peuvent mériter un regard particulier. D'autre part, n'oublions pas qu'on utilise aujourd'hui de l'eau potable, aux normes potables, pour tout un tas d'usages qui ne nécessiteraient pas techniquement de l'eau potable, depuis l'arrosage des arbres jusqu'au process industriel. La réutilisation de l'eau traitée, c'est un des gros dossiers qu'on porte, nous, en ce moment, sur la zone portuaire, qui se heurte à beaucoup de problématiques réglementaires. Je sais que tout le monde est mobilisé sur cette question, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on pourra utiliser de l'eau autre que de l'eau potable qu'on va pouvoir réserver aux usages de consommation et aux usages sanitaires, ça sera toujours ça. La station d'épuration aujourd'hui sur la zone portuaire produit 25 000 mètres cubes par jour qu'on rejette directement à la rade. Voilà, dont on ne fait rien, dont on pourrait faire quelque chose. Voilà. Désolée, j'avais pas prévu, mais la tentation était trop forte. Pour les services concernés. Très bien. Je crois qu'il y avait une question à distance, et puis on verra s'il y a une autre question. Vas-y, Virginie. Oui, alors il y a déjà Madame Fondacci qui s'excuse et qui s'est reconnectée et qui nous prie de l'excuser pour le dérangement. Non, mais on la remercie. Quand même. Voilà. Et alors il y a une question, ou plutôt un conseil. La question est conseillé de stocker l'équivalent d'une journée de consommation d'eau pour la consommation dans les ES et ESMS pour le temps de s'organiser en cas de coupure d'eau. Donc c'est une question, mais en même temps, je pense que c'est un très bon conseil. Oui. Alors il y a des consignes dans les documents que tu préconisais là-dessus. Alors, on va peut-être faire une réponse à plusieurs. Moi, je vais reprendre finalement les plans hors sec, puisque dans les éléments que l'ARS a communiqués aux préfectures de Bretagne pour la rédaction des plans hors sec, on extrait les éléments techniques des guides nationaux. Il y a un guide sur l'usage de l'eau en établissement de santé, vous le retrouverez sur Internet. Et on a pu comme ça embarquer avec nous les éléments qui sont issus d'une étude de l'ANSES sur les usages et sur le calcul des usages, des différents usages de l'eau potable. Alors je ne sais pas si mes collègues dans la salle peuvent éventuellement m'aider à répondre, parce que je n'ai pas tous les éléments en tête, mais il me semble que le volume de consommation pour un individu, en moyenne, c'est 3 litres par personne par jour, uniquement pour la consommation. Et après, il faut évidemment rajouter les usages autres. On a parlé des soins, de la toilette, etc., mais aussi des usages plus domestiques, puisque quand on parle en population générale, ou même pour les établissements de santé, il faut compter la partie cuisine, les douches, etc. Ouais, c'est ça. En fait, pour la population générale, c'est 7 à 15 litres d'eau par personne par jour. Par contre, les évaluations sont évidemment plus fortes pour les établissements de santé, 5 litres par patient par jour pour un patient pris en charge en ambulatoire, 60 litres par jour pour un patient hospitalisé, 100 litres par jour pour un patient qui fait l'objet d'une intervention chirurgicale ou d'un établissement, ou d'un accouchement, pardon. Et pour les structures médico-sociales, c'est médicalisé, c'est évalué à 40 à 60 litres par jour. Enfin, vous voyez, il y a des estimations qui sont faites dans les documents. Donc ça, normalement, vous les retrouvez dans les plans AEP, approvisionnement en eau potable. Toutes ces estimations, on peut vous les communiquer à la demande. Enfin, on peut le communiquer la fiche d'ailleurs à l'issue du webinaire. Alors toute la difficulté, c'est les volumes que ça représente. Parce que vous imaginez bien des palettes et des palettes d'eau embouteillée, ça peut être compliqué à gérer pour les petites comme pour les grandes structures. Donc il faut raisonner sur un plan logistique pour pouvoir faire tourner ces stocks de la manière la plus fluide possible dans la consommation courante de l'organisation. Et tout ça dépend évidemment de l'organisation de laquelle vous dépendez et de son ADN à chaque fois qui est différente.
Alors, est-ce qu'on a fait le tour des questions que vous souhaitiez poser? Non, très bien. Donc, je vais remercier les participants à cette table ronde. Merci beaucoup Merci à vous. de votre apport.